Salut à tous, bienvenue sur Dailymotion, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une troisième critique ciné, enfin quatrième en fait si on compte Mortal Kombat. Parce qu'il y a eu Mortal Kombat les films, il y a eu City Hunter les films, il y a eu Hitman le Cobra et donc on enchaîne avec, cette quatrième critique ciné qui sera sur les films de la licence Ju-On. Donc je sais pas comment ça se prononce, hein, désolé parce que c'est un terme japonais pour désigner une malédiction. Enfin, il y a toujours le texte au début des films qui explique un petit peu hein, ce terme, qui explique ce qu'est la malédiction. Non, en fait c'est plus connu sous le terme, enfin sous le nom The Grudge quoi chez nous. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce film, c'est l'un des films les plus connus, hein, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'au Japon, sur le terme des... ça s'appelle les Yurei je crois, les fantômes blancs là. Les fantômes de jeunes filles avec les longs cheveux noirs, qui la plupart du temps cachent leur visage, hein, habillés en blanc. Ça existe depuis longtemps, j'ai envie de dire, ce type de spectre. Et donc c'est un film d'horreur, j'ai envie de dire, mais c'est plus... c'est pas gore, hein, je veux dire, il n'y a pas trop de sang, on va dire, hein, même si certaines fois, hein, c'est assez... ça peut être assez cru, entre guillemets, j'ai envie de dire, assez significatif. En termes de scène, hein, c'est assez dur, hein, franchement, à certains moments. Mais ça dépend des films, hein, c'est pas tous les films qui sont comme ça. Mais la plupart du temps, c'est des films d'ambiance, voilà, ça mise beaucoup sur les nerfs. Hein. C'est pour ça que c'est très proche de Project Zero. Et moi, j'ai été vraiment assez bluffé de voir ces films et de voir que effectivement on retrouve énormément de similitudes entre ces films-là et Project Zero. Alors j'ai pas directement commencé par les films Ju-On, j'ai déjà commencé par les films Ringu, entre guillemets, donc The Ring, hein, où il y en avait eu 4, hein, il me semble. Attendez que je réfléchisse. Ouais, donc c'est assez compliqué. Moi apparemment j'en ai vu 1, 2, 3, 4, 5... Je crois que j'ai vu donc Ring, le premier, je crois que j'ai vu Ring 2, ça, ouais, maintenant ça me revient. J'ai vu le Ring Zero Birthday qui raconte la genèse, hein, franchement, mais je suis pas là pour parler de The Ring, mais voilà. Donc ça fait 3, donc le quatrième c'est The Ring version américaine, parce que les 3 que je viens de vous citer là c'est version japonaise. Il y a des films japonais et des films américains, tout comme Ju-On, et on va en reparler. Et donc The Ring 2 version américaine, je crois, hein, que j'ai vu les 5. Mais voilà, il y en a d'autres, hein. Il y a même un film qui s'appelle Rings, au pluriel, en américain, je crois. Il y a Rasen, au Japon, et Ring Kanzenban, mais je les ai pas vus, hein, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je dis du coup? Mais c'était vraiment pour dire que ces films aussi là ont beaucoup inspiré Project Zero, mais pour moi c'est vraiment The Grudge hein, qui a vraiment inspiré Project Zero, même si personne d'autre ne le dit. Enfin il y a sûrement d'autres personnes qui doivent le dire, mais beaucoup n'arrêtent pas de dire que... Enfin moi j'ai sans arrêt entendu dire que c'était The Ring qui avait inspiré Project Zero, alors que c'est peut-être vrai un petit peu, mais pour moi j'ai vraiment retrouvé l'ambiance Project Zero vraiment dans The Grudge, ça c'est clair. Alors que je m'attendais pas du tout à ça, hein. Quand j'ai regardé ce film, je me suis dit, bon allez, on va essayer de voir ce que ça donne un petit peu. Et c'est vrai que dès le début, j'ai été assez sidéré par l'ambiance. Donc, mais ce qui m'a aussi bluffé, c'est que ces films-là ne sont pas très bien notés en fait sur les sites américains. Mais de toute façon, j'ai arrêté de m'y fier hein, quand j'ai vu les notes de certains autres films. J'ai vraiment commencé à croire que les Américains sont vraiment pas une référence hein, en matière de review, j'ai envie de dire, que ce soit pour les jeux vidéo ou autres. Hein. Donc oui, parce que quand on voit The Grudge 2 version américaine, autant c'est vrai que les versions américaines, je le dis clairement, hein, elles ne valent pas grand chose comparées aux versions japonaises. Si j'ai vraiment des versions à vous conseiller, c'est vraiment les versions japonaises, ça c'est clair, même si elles sont faites par le même auteur, hein, le même réalisateur, on va en reparler, Takashi Shimizu. Donc... je crois hein, que c'est lui le réalisateur, je m'en souviens plus. On va en reparler. Hein. Donc, parce que là, je vais vous faire l'intégralité des films que j'ai vus. Hein. Parce que de toute façon, j'ai tout vu hein, en matière de The Grudge, ça c'est clair. Alors, autant pour The Ring, encore une fois, j'ai pas tout regardé. Autant pour The Grudge, ouais, je suis vraiment remonté très loin. Hein. Je suis vraiment remonté aux origines avec des films qui duraient 3 minutes. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, le deuxième film, The Grudge, version américaine, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, parce que je viens de le voir là maintenant. Voilà.
Alors ça c'est quand même assez hallucinant. Ça ils le mettent sur Wikipédia, hein, mais je sais pas si ça a évolué depuis le temps, parce que les gens continuent de noter hein, depuis le temps. Ils mettent que le film n'a reçu qu'un score de 10% de fraîcheur entre guillemets sur Rotten Tomatoes, parce que je sais pas comment ça marche ce site, c'est assez bizarre, le nom du site ça veut dire tomate pourrie. Et plus il a un bon score, et plus la tomate est fraîche, j'ai envie de dire. Je sais pas du tout comment ça marche, mais 10%, je pense que ça doit pas être génial. Parce que 7 sur 69, au niveau des reviews, là, l'ont compté fraîche. Donc voilà. Donc 10% de fraîcheur, c'est vraiment pas génial. Et sur Metacritic, c'est 34 sur 100, donc voilà. Pour moi, je trouve pas ça normal, hein, franchement, de noter 34%. De toute façon, tous les films de la licence The Grudge sur Metacritic et Rotten Tomatoes et les sites de ce genre, ils ont pas été très bien reçus, hein, franchement. Et alors que pourtant, moi je le dis clairement, je ne trouve pas ça normal, même les versions américaines. Autant le 3, je le trouve carrément à chier, c'est clair, le 3 de la version américaine. Autant le 2, non, ça va, il est quand même acceptable, hein, franchement. Il y a des scènes... et tout, mais bon c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène et tout, c'est vrai que ça dépend de ce qu'on en attend. Hein. Bon allez, on va commencer tout de suite avec les tout premiers films chronologiquement, ceux qui ont donné naissance hein, à la licence The Grudge et qui s'appelaient pas encore Ju-On ou The Grudge. C'est des films qui sont sortis, alors je crois qu'ils sont sortis uniquement au Japon, en 1998. Dans une compilation qui s'appelle Gakko no Kaidan G, je crois. Alors je prononce G, hein, parce que je sais pas comment ça se prononce en japonais, cette lettre. Voilà, c'était déjà fait par Takashi Shimizu à l'époque. C'est lui qui a écrit hein, ces mini-histoires. Je crois que c'était un recueil, entre guillemets, une compilation de mini-histoires sur le thème de l'horreur. Donc c'était 2 mini-histoires de 3 minutes, franchement, montre en main, hein, 3 minutes. Katazumi et 10-4. Enfin, ça se prononce pas comme ça, hein, c'est 10-4, enfin c'est les 10 chiffres 4, quoi, mis à la suite, c'est 4, 4, 4, 4, 4, voilà. Parce que c'est un running gag entre guillemets, mais là c'est pas un gag, c'est une running scène quoi tout simplement. Une scène récurrente hein, dans la série des Ju-On où on vous appelle sur votre téléphone portable la plupart du temps et quand vous regardez le cadran pour voir qui c'est qui vous appelle, ben, vous voyez 4, vous voyez 10 chiffres 4 quoi. Et quand vous décrochez, ben, vous entendez des bruits bizarres, voilà, on va en reparler hein, des bruits bizarres, il y en a pas mal dans The Grudge. Donc Katazumi et Ten Force là, et ben c'est... franchement il n'y a pas grand chose à en dire, hein, c'est des scènes qui durent 3 minutes, hein. Enfin c'est des films qui durent 3 minutes, hein. Franchement qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus. Le premier donc Katazumi, ça met en scène... deux écolières japonaises, donc je crois que c'est Kana et Isayo qui font partie du premier film Ju-On, qui donnent à manger aux lapins de l'école, et ça c'est assez marrant parce qu'on le voit aussi dans Ju-On, et donc je sais plus ce qui se passe. Je crois qu'il y en a une des deux qui s'en va, je sais plus trop où, et l'autre vient la rejoindre et s'aperçoit qu'elle s'est fait tuer, quoi, tout simplement. Parce qu'on entend des bruits bizarres, hein, on entend la caméra s'éloigne et nous montre ce qui se passe, enfin, nous montre la forêt qui est un petit peu éloignée. Enfin voilà. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, parce que franchement il n'y a pas grand chose à en dire. C'est vraiment à réserver pour les fans, hein. Ça montre comment la série a été créée, même si ça ne veut pas dire que ça nous montrera la création de la malédiction, hein. Non, pas du tout. L'histoire de Kayako, qui est le fantôme hein, principal, Kayako Saeki, qui est vraiment pas la méchante, mais voilà, le fantôme, quoi, tout simplement, le fantôme principal, même si c'est pas la seule, hein, on va en reparler. La famille Saeki, la malédiction et tout, à aucun moment, il y aura un film qui sera consacré à Kayako, contrairement à The Ring, hein, avec The Ring Zero Birthday, là, qui raconte le passé de Sadako, c'est ça? Ouais, Sadako Yamamura, voilà. Donc, je m'en souviens un peu moins, hein, déjà que les films Ju-On, je m'en souviens pas beaucoup, alors que je les ai vus il y a moins d'une semaine. Voilà. Donc c'est vraiment à réserver aux fans, hein, et c'est un peu une perte de temps, entre guillemets, hein, j'ai envie de dire, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Mais dans les deux, on voit le fantôme du petit garçon, il me semble, hein, c'est des espèces de caméos. C'est assez marrant de voir qu'on les voit directement.
On voit qu'il apparaît déjà dans ces 2 mini-métrages là. On peut même pas appeler ça un court-métrage, hein, franchement. Donc c'est Toshio, hein, le garçon, on va en reparler, c'est le fils de Kayako. Alors, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, hein, franchement. Donc on passe tout de suite au premier film, donc à partir de là on passe à des films de plus d'1 heure. Donc c'est Ju-On the Curse, ou appelé tout simplement Ju-On. Mais il faut faire vraiment la distinction entre Ju-On the Curse et Ju-On the Grudge, qui sont pas la même chose, hein, et chacun de ces 2 sous-titres entre guillemets ont eu droit à une suite. Donc il y a Ju-On the Curse 1 et 2 et Ju-On the Grudge 1 et 2. Et donc voilà, donc celui-là c'est le premier qui est sorti en 2000, encore une fois par Takashi Shimizu. De toute façon ça a tout le temps été lui le directeur, hein, de la plupart des films sur la licence Ju-On, ou presque, on va le voir un petit peu plus tard. Donc ce film est découpé en 6 chapitres, c'est toujours comme ça, hein, dans les Ju-On. Au début ils nous mettent un écran soit blanc soit noir avec écrit à... où on voit quelque chose d'écrit en japonais. En fait la traduction française c'est celle-là, c'est celle-ci, je vais vous la dire maintenant. Alors, Ju-On, cette malédiction est née de la haine ressentie par une personne juste avant sa mort. Le lieu de sa mort s'est imprégné de sa rancœur. Quiconque sera touché par cette malédiction perdra la vie et une nouvelle malédiction naîtra. Ça, c'est récurrent dans les films Ju-On. On le voit systématiquement, cet écran. Et après, on enchaîne avec la liste des chapitres. C'est-à-dire qu'on voit un écran noir avec un kanji, une lettre japonaise, quoi, en bas à droite de l'écran la plupart du temps, qui veut dire un nom, hein. C'est toujours le nom d'une personne, quoi, d'un personnage du film, et la plupart du temps ça nous montre comment il a été tué, hein, mais c'est pas tout le temps le cas. Comme là, c'est l'exception qui confirme la règle. Le premier chapitre s'appelle Toshio, hein, donc qui est le nom du gamin, et on voit pas du tout comment il est tué, mais voilà, c'est le nom du premier chapitre. Et dans ce chapitre, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on voit un instituteur qui s'appelle Kobayashi. Et ça me fait marrer parce que cet acteur-là, on le voit aussi dans The Ring 2, hein, il me semble bien. Voire peut-être le 1 aussi, j'en sais rien. En tout cas, version japonaise. Donc, ouais, c'est assez marrant. Et donc... Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Désolé, c'était vraiment pour vous effrayer. Et parce que je ne sais plus trop quoi dire aussi. Voilà. Non, ceux qui ont vu le film comprendront, hein, le bruit de bouche que je viens de faire là. C'est le bruit que fait tout le temps Kayako. Je me fais peur moi-même, hein, franchement. C'est un film qui m'a empêché de dormir, hein, il faut le savoir. Peut-être pas le tout premier Ju-On, mais moi j'ai pas commencé par celui-là, hein, chronologiquement. J'ai commencé par Ju-On the Grudge, donc c'est celui d'après, hein, le troisième. Si on devait parler vraiment de suite, hein, et de numéros. Alors, donc qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Eh ben, on voit Monsieur Kobayashi qui je suis encore troublé, hein, par mon bruit de mon rocking là, je sais plus comment ils disent en anglais, mais il faut vraiment être complètement abruti pour voir un espèce de, enfin un ro quoi, tout simplement là-dedans. Voilà, les gars sur YouTube, hein, qui disent ça, qui disent là des problèmes de sinus ou je sais pas quoi là, ben regardez le film, hein, franchement, je pense pas que vous aurez envie de rire, hein, après ça. Et donc voilà, il va voir sa femme et on voit qu'elle est enceinte, et il dit qu'il est perturbé parce qu'il y a un de ses enfants, un de ses élèves qui ne s'est pas montré depuis plusieurs jours, qui n'est pas venu en classe, et ouais, je m'en souviens quand même un petit peu. Et donc il est inquiet aussi pour sa femme, il dit qu'elle devrait pas trop enfin, qu'elle devrait faire attention au bébé et tout. Enfin, il dit pas ça, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'ils attendent un fils. Enfin un bébé quoi, tout simplement, on va dire ça comme ça, parce qu'on connaît pas son sexe au début, hein, on le connaîtra à la fin. Vraiment ce film c'est assez... c'est pas marrant, hein, j'allais dire c'est assez marrant, mais non, mais c'est assez étonnant de voir que dès le début, tous les aspects, hein, de la série sont déjà présents, hein, ils seront réutilisés à outrance, hein, dans les prochains films, même si ce sera toujours aussi efficace. Bon. Donc Kobayashi va essayer de contacter ses parents, mais il ne réussira pas à les avoir, donc il va se rendre dans leur maison, la fameuse maison hantée, hein, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui sera toujours présente dans les ou presque. Si elle n'est pas présente, c'est que c'est pas un vrai film The Grudge, hein, comme le 3 par exemple, version américaine.
Donc, parce que le 3 version japonaise n'a pas, ne se fera pas, entre guillemets. Donc Takashi Shimizu a dit que il ne le fera pas tant que les gens n'auront pas oublié, entre guillemets. N'auront pas oublié The Grudge, et quand ils auront oublié que le lot auront coulé sous les ponts, ben il acceptera de faire Ju-On 3, apparemment. Hein. Donc pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Pour l'instant, on attend encore, hein, mais ça continue de vivre, hein, entre guillemets, j'ai envie de dire. Je crois que les derniers films Ju-On sont sortis en 2010, hein, je me rappelle plus. On verra ça ensemble tout à l'heure. En tout cas, oui, ils se rendent donc à leur maison pour voir, pour enquêter, pour voir pourquoi Toshio ne... Parce que c'est lui, hein, le gamin qui est absent depuis plusieurs jours. Pourquoi il est absent à sa classe, et donc il va se rendre compte que... Mais là, je saute des étapes, hein, en fait, on passera... c'est pas logique, hein, entre guillemets, dans les chapitres, parce que là, en fait, normalement, ça s'arrête là, je crois. Et je crois que le premier chapitre, il s'arrête là. Hein. Il va dans la maison, il voit Toshio, il dit... Qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'il voit les bras ballants à travers la fenêtre de la... On dirait qu'il est mort, c'est assez marrant. Au travers de... Enfin, je dis toujours c'est assez marrant, mais vous me comprenez, quoi. Quand je dis ça, c'est pas que c'est drôle, hein, loin de là. Donc désolé pour mes bruits de bouche, hein, je le fais pas exprès, parce que là je viens de me lever, hein, encore une fois. Donc oui, il le voit dans la salle de bain et il lui dit qu'est-ce que tu fais là, Toshio? Pourquoi tu ne viens pas en classe? Est-ce que tes parents sont là? Donc il rentre dans la maison. Et il décide d'enquêter et il constate que le gamin ne lui dit pas un seul mot, hein, ça c'est clair. Ou alors peut-être un ou deux, genre sensei, qui veut dire professeur. Hein. On le dit aussi pour un maître d'arts martiaux ou même des docteurs. Hein. Donc voilà. Et donc oui voilà, à chaque fois qu'il lui pose une question, ben il ne répond pas. Il entend un chat qui miaule dehors alors qu'il ne voit pas un seul chat. Voilà. Mais voilà, je vais pas tout vous dire non plus, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le premier chapitre s'arrête ici, après on passe à Yuki, après Mizuo, Kana, voilà, Kayako et Kyoko. Kana, c'est assez... Je sais plus si c'est dans ce film-là. Ouais, c'est ça, c'est effectivement dans ce film-là. Et donc aussi dans The Grudge le premier, parce que Kana sera remplacé par Yoko, hein, dans The Grudge version américaine, mais il leur arrivera la même chose, hein, c'est l'une des rares scènes, entre guillemets, j'ai envie de dire, où c'est insoutenable, hein, où il y a où on nous montre quelque chose de vraiment de horrible, quoi, tout simplement, une personne sans sa mâchoire, avec la langue qui bouge, voilà, quoi, c'est horrible, quoi. Et c'est effrayant, surtout dans The Grudge. Parce que là, autant vous le dire tout de suite, Ju-On, les premiers, c'est des films à petit budget, hein, ça c'est clair, ils ont pas beaucoup de moyens, et on le voit ne serait-ce que dans la caméra, la qualité d'image, entre guillemets. Parce que je sais pas si vous voyez, à chaque fois qu'on voit quelque chose à la télévision, d'une sorte d'œuvre à l'autre, ça change, hein. C'est pas du tout la même chose. D'un film à l'autre, c'est quasiment un petit peu la même chose. Alors que quand on regarde une sitcom, par exemple, comme Les Feux de l'amour ou un truc du genre, on voit qu'au niveau de la caméra, c'est beaucoup plus brillant. Il y a une espèce d'effet de brillant, c'est voilà, enfin, c'est pas clarté, au contraire, c'est un flou, voilà, tout simplement, qui est présent sur ce genre de série, qui n'est pas du tout présent dans les films. Ben là, c'est un petit peu la même chose avec Ju-On. On voit que quand on compare Ju-On The Curse et Ju-On The Grudge, on voit que c'est pas du tout la même chose. Là, on dirait que c'est filmé par un amateur, que c'est filmé par quelqu'un qui est juste à côté des acteurs, voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez bizarre, quoi. Alors, moi, ce film, il est notable parce que il y a l'actrice Chiaki Kuriyama qui joue le rôle d'un personnage de Kill Bill. Et d'ailleurs, elle était habillée en écolier, hein, dans ce film aussi. Et voilà. Et donc, elle jouait le rôle d'une combattante là qui servait d'un espèce de gros boulet avec des pics. Voilà. Et qui se battait contre la mariée, ben là voilà, elle joue le rôle d'une étudière, je crois que c'est laquelle déjà, c'est Mizuo, non? Tamura, ouais, il me semble bien que c'est elle. Voilà, et c'est elle qui reçoit l'appel avec les 10-4 là. Enfin donc voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est déjà un film qui est vraiment pas mal, je trouve, hein, encore une fois, qui met en place tous les éléments de la série. Par contre, je ne pense pas que le constat sera aussi glorieux dans Ju-On The Curse 2, que je vais vous critiquer maintenant.
Voilà. Mais encore une fois, désolé si je ne parle pas beaucoup des différents films. Il y aurait beaucoup à en dire hein, sur chacun des films. Il faut savoir que tous les films, il y en a 9 hein, que j'ai regardé, 9 de plus d'une heure, je pense. Parce qu'en comptant vraiment les films hein, qui font plus d'une heure, pour chacun de ces 9 films, chacun aurait le droit d'avoir une critique ciné à lui tout seul, hein, pour vraiment détailler les scènes et tout. Mais là, pour éviter tout spoil et tout, je vais vraiment résumer de façon très brève, quoi, tout simplement. Allez, on passe aux 2 maintenant. Parce que là, c'est vraiment une critique sur la série, hein, la licence Ju-On hein, que je vous fais, vraiment pas un film en particulier. Bon, alors avec Ju-On 2, eh ben, ce film, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que c'est une belle arnaque, hein, franchement, du moins la première moitié du film, parce que sur les 1h15 de film, il faut savoir que les 30-35 premières minutes sont une repompe directe du tout premier Ju-On. Hein. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous verrez dans la première partie de ce film, vous l'avez déjà vu dans le premier, hein, la moitié du film quand même, reprise du tout premier, et c'est exactement les mêmes scènes, hein, je veux dire... je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Donc ça nous remontre un petit peu les films avec les scènes avec Kobayashi, qui est donc un instituteur qui s'est occupé de Toshio, mais et qui avait rencontré déjà Kayako à plusieurs reprises, hein, qui est la mère donc de Toshio. Et donc elle s'était éprise de lui, quoi, tout simplement, elle en était amoureuse, alors que le problème c'est que Kobayashi, il la voyait quasiment pas, quoi, même il se demandait qui c'était, quoi. Et donc elle le tenait dans son journal. Bon là c'est un petit peu un spoiler, hein, on l'apprend beaucoup plus tard ça, la cause de la mort de Kayako. C'est vrai que pendant longtemps on se demande comment, hein, on voit que des bribes, on voit que des morceaux de scène, j'ai envie de dire. Mais là de toute façon ça va être du gros spoiler, hein, tout ce que je vais vous dire. Et donc un jour elle le met dans son journal, hein, qu'elle est amoureuse de lui, etc. Et donc un jour le mari de Kayako qui s'appelle Takeo Saeki, ben il va voir son journal, quoi, tout simplement, il va le lire, et il va devenir furieux, quoi, il va devenir complètement fou. Il va avoir des spasmes, ouais, comment on appelle ça, un état catatonique, entre guillemets, enfin, il va trembler, il va avoir des réactions nerveuses, il va taper contre le mur et tout, il va avoir des déplacements, des mouvements saccadés comme ça, il va plus savoir ce qu'il fait. Il va devenir fou, quoi, tout simplement. Il va avoir des envies meurtrières, il va tuer Kayako en lui brisant la nuque et en lui donnant quelques coups de cutter. Ah ouais. Le premier film que j'ai vu, comme je vous l'ai dit, c'était Ju-On the Grudge. Hein. Et la toute première scène qu'on voit, c'est un gros plan sur les yeux de Kayako avec l'autre blaireau de Marie, là. J'oublie tout le temps son nom, ça me casse les couilles. Comment il s'appelle, Takeo? Ouais, c'est ça. Et qui sort son cutter et avec le gros plan sur les yeux, moi j'ai mis pause tout de suite, hein, parce que y a un truc que je ne supporte pas. Quand même, je suis pas du genre à sauter au plafond, hein, dès que je vois une petite scène un petit peu hard comme ça, mais il y a un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on touche aux yeux. Non, je suis très sensible des yeux, donc tout sauf les yeux. Et donc voilà, j'ai mis pause tout de suite et j'ai hésité à regarder la suite, hein, mais rassurez-vous, il ne touche pas à ses yeux, voilà, on voit rien. Voilà. Il lui faut juste quelques coups de cutter sur les joues, je crois, je me rappelle plus. En tout cas, voilà, elle est toujours vivante, hein, pendant ce temps-là, mais elle est paralysée, et elle voit ce qui se passe à la suite. Et ce qui se passe à la suite, c'est que Takeo va tuer son propre fils parce qu'il va croire que c'est celui de Kobayashi, hein. Vu qu'il pense qu'elle en est amoureuse, il croit que Toshio c'est le fils de Kobayashi. Donc voilà, il va le noyer dans une baignoire, et il va même noyer son chat, et donc voilà, après il va sortir dans la rue, après avoir foutu sa femme dans un sac plastique et l'avoir foutu au grenier, et donc il va aller chez Kobayashi, il va tuer sa femme, et il va lui ouvrir le ventre pour retirer c'est hard, hein, franchement, il va retirer le fœtus de sa fille, parce que ouais, c'est une fille, là, on le voit, enfin on le voit pas. Mais voilà quoi, quand on apprend ça, on est sur le cul, quoi. Franchement, en plus, on voit la cabine téléphonique, parce qu'il va appeler Kobayashi juste après, qui lui se trouve dans la maison des Saeki, avec ce qu'il croit être Toshio, qui en fait est un fantôme, hein. Le gamin avec lequel il était depuis le tout premier Ju-On, c'était un fantôme, mais ça, encore une fois, tout ça, on le voit dans le tout premier Ju-On the Curse, hein. C'est vraiment pour vous restituer l'histoire, là, que je vous dis ça.
Et tout ça, encore une fois, on le revoit au début du 2. Et voilà quoi, il lui dit, au fait, monsieur Kobayashi, votre enfant est né, c'est une fille. Et c'est hard, hein, vous voyez, ce moment. Et à ce moment-là, Kobayashi comprend que cet enfoiré est allé tuer sa femme et il est complètement désemparé. Et voilà, après, il met le fœtus dans un sac et il le balance contre une barrière. Et voilà, vous voyez, c'est l'un des moments les plus hard surtout quand on sait ce qu'il y a dans le sac, quoi. Voilà. C'est l'un des moments les plus durs, hein, moralement. C'est pas les scènes en elles-mêmes, c'est pas l'overdose de sang et tout, parce qu'il y en a quasiment pas, sauf dans la cabine, encore une fois. Mais c'est le fait de savoir qu'il y a quelque chose dans le sac. Bon, encore une fois, pas réellement, hein, ils ont dû foutre, je sais pas quoi, un fer à repasser dans le sac. Ils ont pas vraiment mis un fœtus, voilà. Mais voilà, il faut toujours garder à l'esprit que de toute façon, tout ce que je vous dis là, et tout ce qu'il y a dans ces films, c'est qu'un film, hein, voilà, c'est inventé. Voilà, faut bien garder ça à l'esprit, hein, pour tous ceux qui ont du mal à dormir et tout, qui ont du mal à supporter tout ça. Voilà. C'est pour ça que j'en profite aussi, hein, pour vous rassurer, hein, et moi aussi peut-être un petit peu. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais, ben, après ça, Taiki, non c'est pas Taiko, ah, je me souviens plus. Ah, Takeo, voilà. Il va lâcher le sac, il tombe par terre, on voit qu'il est complètement fou, et il voit, là, il va tomber à côté des poubelles, et il voit que parmi les sacs poubelles, il y en a un blanc qui avance tout seul. Là aussi, c'est assez mal fait, hein. On voit que le contenu des sacs n'avance pas tout seul, mais on voit que c'est tiré par une ficelle, entre guillemets. Et voilà. Et on voit qu'il s'avance vers lui, et on voit que c'est Kayako qui sort et qui va le tuer, voilà, tout simplement. Mais pendant tout ce temps, il était toujours vivant alors qu'il avait tué toute sa famille. Donc voilà, bon, je vais arrêter de vous faire... de vous donner la trouille, vous inquiétez pas. Je vais essayer de parler de choses un peu plus soft, on va dire. Alors, ce qu'il se passe dans ce Ju-On 2. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avec la série des Ju-On, c'est que jamais personne ne survit. Voilà, ça c'est clair, contrairement à The Ring ou à d'autres films d'horreur, personne n'est épargné, mais alors vraiment personne, hein, ça c'est clair, les jeunes, les vieux, les mamies, les homos, les hétéros, non, c'est pas un sketch de Bigard, mais voilà, non, c'est vrai, hein, les enfants, les hommes, les femmes, peu importe qu'on ait presque compris, qu'on ait presque réussi à exorciser Kayako, on se fait tout le temps tuer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Kayako n'est pas le seul fantôme, hein. Je vais jamais réussir à vous parler du 2, hein, ça c'est clair. Parce que là, je vous parle vraiment de tout le générique, on est déjà à une demi-heure, c'est juste hallucinant. Et je réussirai pas à vous faire une critique de chaque film, hein, parce que là, vu comme je suis parti, à moins de faire un truc de 3 heures, je pense que c'est pas la peine. Bon. Et donc, les autres fantômes, c'est même le chat, on le voit même le chat, hein, il est partout, le chat noir, ça fait partie des éléments d'angoisse, hein, de ce film. Dès qu'on voit un chat, on sait très bien ce que ça veut dire, hein. Et ce que ça veut dire, c'est que Toshio, qui était très attaché à son chat, on sait qu'il est là, et s'il est là, c'est qu'il y a Kayako qui va venir nous tuer, parce qu'elle est partout, hein, contrairement à The Ring ou Sadako, après 7 jours, elle sort de la télé, et voilà. Elle vous fait mourir de trouille, donc elle peut pas sortir autrement que d'une télé, normalement, hein, je dis bien. Et là, Kayako, elle sort de partout, hein, elle est même sous votre lit. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est 10 fois plus... ça fout 10 fois plus la trouille que The Ring, ça c'est clair. Pour moi, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Donc... bah oui, les autres fantômes, c'est Toshio, c'est le gamin avec son teint blanc, il est en slip et tout en blanc, et on le voit courir partout, et lui aussi il fait des miaulements de chat, c'est assez bizarre. Je vais arrêter de dire marrant, hein, quand même. Et donc voilà, et il y a même Takeo, le mari, qui lui aussi est un fantôme, hein, et qui des fois se manifeste. C'est assez rare, hein, quand il se manifeste, mais voilà. On voit que lui aussi il est disponible en fantôme, et il tue les filles en leur brisant la nuque et en répétant le meurtre de Kayako. Voilà, quand c'est pas Kayako qui les tue, hein, parce que la plupart du temps c'est elle. Voilà. Mais c'est ça qui est un petit peu dommage. Moi, le premier film que j'ai vu, je vous ai dit, c'était Ju-On the Grudge, et à la fin, et l'héroïne principale, entre guillemets, c'est ça aussi qui est assez spécial dans les films Ju-On, c'est qu'il n'y a pas d'héroïne. Il n'y a pas d'héroïne.
Non, il n'y a pas de héros hein, dans ces films-là, il n'y a pas de persos principaux. Enfin, presque. On peut considérer que Kobayashi peut en faire partie, que Rika en fait partie, puisque c'est elle dont je voulais parler. Dans Ju-On the Grudge, c'est elle qu'on voit le plus, hein, et qui arrive à survivre jusqu'au dernier moment, et on croit vraiment qu'elle va réussir à s'en sortir. Eh ben non, malheureusement. Et c'est vraiment la mort la plus dommage, hein, j'ai envie de dire. Et voilà. Mais ça qui est excellent dans ce film, franchement, c'est qu'il donne vraiment des sensations, il donne vraiment des sueurs, et il joue vraiment sur les nerfs, et franchement, je ne peux que vous le conseiller, même si il y a des hauts et des bas, hein, ça c'est clair. Et j'ai regardé tellement de films sur cette licence, au moins 10, hein, comme je vous l'ai dit, que je ne parviens plus à me souvenir ce que j'ai vu dans tel ou tel film. Enfin, dans certains cas. Et, euh, et voilà, et je ne saurais pas dire lequel est le meilleur. J'ai une petite préférence pour Ju-On the Grudge, évidemment, vu que c'est le premier que j'ai vu, et avec cette histoire avec Rika et tout. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des fois où la sauce ne prend pas, mais il y a des fois où on est sur le cul et ils arrivent à nous surprendre. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce qui se passe dans ce Ju-On 2, je vais arrêter de faire des HS quand même, mais c'est important, hein, mais tout ça, j'aurais dû vous le dire à la fin pour faire un récap final, j'ai envie de dire. Alors, donc les noms de ces chapitres, c'est donc Kayako, Kyoko, qui encore une fois ces deux-là, je crois que ce sont ceux qu'on voit dans le tout premier film Ju-On, hein, parce que j'ai oublié de vous dire qu'à la fin de Ju-On, on passe à un autre personnage qui s'appelle Kyoko, qui a un frère qui s'appelle Tatsuya, qui tient une agence immobilière entre guillemets, enfin qui essaye de refourguer des maisons, qui essaye de les vendre, quoi, tout simplement à d'autres personnes. Et justement, il veut vendre la maison dans laquelle a vécu la maison de Saiki, et qui est maudite, hein. Si tout le monde y va, vous êtes mort, hein, ça c'est clair. Et, euh, et donc voilà, vu qu'elle est hantée, ben, qu'elle a cette réputation, ben, personne ne veut l'acheter. Donc c'est pour ça qu'il fait appel à sa sœur Kyoko, qui est une spécialiste, enfin qui a un peu comme dans Project Zero. Ouais, quand je vous disais que ça me rappelait beaucoup cette série, qui a un sixième sens hein, pour le paranormal. Et dès qu'elle entre dans la maison, dès qu'elle voit la maison, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, elle est très mal à l'aise. Et donc elle va boire le saké, et elle dit que tous les gens qui veulent acheter la maison doivent boire le saké, et s'ils ne le trouvent pas bizarre et qu'ils n'ont pas envie de le recracher, parce que ça a des vertus paranormales, hein, le saké normalement. C'est tout un programme. Hein. S'ils ne le trouvent pas bizarre, c'est bon, ils peuvent acheter la maison, mais s'ils le rejettent, fais-les dégager de là. Voilà. Donc elle dit à son frère Tatsuya de bien écouter ses paroles. Et donc ils ont réussi à vendre la maison à la famille Kitada. Et à la fin du premier Ju-On the Curse, Kyoko retourne à la maison parce qu'elle a reçu un coup de fil de son frère en disant que son fils se sentait pas très bien et qu'il souhaitait que ah désolé, un petit ok. Il souhaitait que sa sœur retourne à la maison pour voir s'il n'y a pas une raison au malaise de son fils qui s'appelle Nobuyuki. On se demande qui c'est hein, jusqu'aux derniers instants. Parce qu'il parle tout le temps de Nobuyuki, mais on ne sait pas qui c'est. Et on ne sait pas non plus quels sont les liens entre Tatsuya et Kyoko. Alors qu'ils sont frères et sœurs. Hein. Au début, on se demande si c'est pas son mari ou voilà. C'est pas explicitement dit. Ça laisse aussi la part belle à l'imagination et à la déduction dans ce film. C'est ça qui est vraiment pas mal. Alors, donc oui, ils ont vendu ça à la famille Kitada et donc elle retourne à la maison des Saiki, qui est devenue la maison Kitada maintenant, pour voir ce qui se passe et la femme, Madame Kitada, se tient à la fenêtre sans bouger et Kyoko la regarde et donc Madame Kitada se tourne vers elle vraiment très lentement et elle se met à sourire et on voit que elle a pas l'air d'être normale quoi, tout simplement et le film se termine comme ça et ça nous laisse suggérer qu'elle est possédée quoi par Kayako tout simplement et ça se vérifie dans ce film parce que là encore une fois tout le monde va mourir malheureusement même Kyoko qui elle encore une fois pouvait être considérée comme une héroïne. Voilà, même si c'est pas explicitement montré hein, dans le film, même si elle est pas en sang, si elle est pas par terre sans bouger, parce que là sa mort elle est assez bizarre. Hein. En fait, après avoir, je sais plus comment elle tombe dans les pommes entre guillemets, mais en fait, elle tombe dans un état végétatif entre guillemets, dans un état catatonique. Je crois que c'est après avoir vu Madame Kitada, j'en suis pas très sûr. En tout cas, elle devient dans un état végétatif quoi tout simplement, elle est plus capable de parler ni rien. Donc son frère l'emmène chez ses parents et elle est dans une salle sans bouger. Et ses grands-parents sont... non, c'est ses parents. Ouais, ses parents sont inquiets pour elle, surtout sa mère qui est tout le temps...
qui est tout le temps devant elle à s'inquiéter, et son père lui dit de ne pas s'inquiéter parce que lui a des pouvoirs paranormaux, et que de ce fait, ben, Kyoko les a aussi, et qu'il en a jamais parlé à sa femme, etc. Et au bout d'un moment, eh ben, Kyoko se met à tenir une poupée, un bébé quoi tout simplement, en poupée, et on sait pas où elle l'a trouvé, hein. Et elle se met à la bercer, et à bouger la tête d'avant en arrière, mais en fait à ce moment-là, eh ben, elle est déjà morte, hein. Et oui, mais ça on le sait pas, et c'est assez marrant quoi. Enfin non, il faut que j'arrête avec ça, sérieux. Et sa mère dit Kyoko a rigolé, et elle tombe, elle s'écroule, et elle est morte elle aussi, et tout le monde meurt, hein, comme d'habitude, hein. De toute façon, voilà, et c'est assez hallucinant de voir ça. Mais même après avoir vu 10 films, on se met toujours à espérer que quelqu'un réussisse à survivre et à endiguer la malédiction, parce que c'est ça le but, hein. Mais bon, après ça deviendra vraiment exagéré, hein, dans les films américains, on va en reparler. Alors, voilà. Pas grand chose à dire, hein. Le film se termine avec Nobuyuki, donc le film de... Enfin, l'avant-dernière scène, hein, parce qu'après c'est Saori. Mais de toute façon, tous les personnages sont importants, hein. C'est ça qui est étonnant dans ce film, c'est que même si on les voit 10 minutes, eh ben, ils sont quand même importants, je trouve. Bon, allez, après on passe à Ju-On the Grudge, sorti en 2003. Donc la première scène, le premier chapitre du film s'appelle Rika, voilà, donc pour moi c'est le personnage principal. Ah ouais, c'est le scénario qui sera repris dans The Grudge, la version américaine avec Sarah Michelle Gellar. C'est un petit peu le même plot, hein, entre guillemets, le même scénario. Ça commence avec une volontaire, hein, entre guillemets, j'ai envie de dire, une travailleuse sociale enfin quelqu'un qui aide les personnes qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, entre guillemets, j'ai envie de dire, donc les personnes handicapées. Et elle doit s'occuper d'une vieille dame qui s'appelle Sachie Tokunaga, et qui vit dans un état catatonique elle aussi. Et donc elle y va et elle s'aperçoit qu'il n'y a personne et qu'il y a du bordel partout, il y a des ordures partout. Ça aussi c'est un aspect assez caractéristique, hein, du film, on en voit partout. Et parce que c'est provoqué par le bordel laissé par la dispute, enfin la bagarre, le massacre de Kayako, j'imagine. Et donc voilà, elle va voir qu'il se passe des choses bizarres dans cette maison et que voilà, elle va voir une ombre noire. La première fois qu'on voit le fantôme, le spectre de Kayako, c'est une ombre qui est 100% noire, hein, un petit peu comme dans Kuroi Shoujo, qui sont deux films, hein, assez particuliers, je vais en reparler un petit peu plus tard. Mais vous voyez que la version américaine de The Grudge, elle mélange des éléments de Ju-On the Curse et Ju-On the Grudge, avec la mâchoire arrachée. Ça, on le voit dans Ju-On the Curse, hein. Et la fille qui va aider la grand-mère qui n'est capable de rien, ça on le voit dans Ju-On the Grudge, voilà. Et à partir de là, ben, tout va s'enchaîner, on va essayer de comprendre pourquoi. Moi encore une fois, c'est le premier que j'ai vu, hein, et pour moi c'est le meilleur, c'est clair. On va essayer de voir ce qui se passe, quoi, et pourquoi ce fantôme revient pour se venger, etc. Mais vraiment, l'élément déclencheur, c'est avoir visité la maison de Saiki, hein, qui est vraiment devenue mythique, hein, avec les escaliers, la fenêtre du balcon, etc. Voilà, quoi. C'est vraiment excellent, cette maison. Et donc voilà, bon, je vais pas trop en parler plus que ça. Parce que j'aimerais vraiment aller vite, hein, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à en dire sur tous les films. Alors maintenant on passe à Ju-On the Grudge 2, lui aussi sorti en 2003 apparemment. Alors, mais normalement ils sont tous sortis en Europe, non? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ju-On the Curse 1 et 2, je les ai vus en version originale sous-titrée anglais, hein, et Ju-On the Grudge 1 et 2 en version originale sous-titrée français. Voilà, je pense pas que ça existe en version autre que ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine compréhension, hein, mais c'est pour vous dire à quel point je suis devenu fan, hein, ça c'est clair. Je suis vraiment devenu fan de cette licence. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça c'est avec l'autre Kyoko, voilà. C'est un épisode assez particulier, hein, parce qu'il met en scène, une autre fille qui s'appelle Kyoko, mais qui n'est pas la même, hein, que celle de Ju-On the Curse 2. Donc, qui, rappelez-vous, est morte en tenant un poupon dans les bras. Mais là, c'est pas du tout la même chose. C'est une fille qui est en voiture avec son mari, qui s'appelle Masashi. Et
Et le DJ annonce, enfin le DJ, c'est pas vraiment le DJ, mais l'annonceur dit, le speaker quoi, tout simplement à la radio, il annonce qu'il est midi 27 ou minuit 27, je ne sais plus, mais une heure très importante. Voilà. Et à ce moment-là, eh ben ils ont l'impression de heurter quelque chose, donc ils freinent violemment en voiture, encore une fois, et Masashi sort de la voiture et va voir ce que c'est, parce qu'ils ont l'impression d'avoir heurté quelque chose, encore une fois, il voit que c'est un chat. Oh. Et, euh, et donc Kyoko voit un gamin dans son rétroviseur, enfin des jambes, hein, on voit tout le temps les jambes blanches de Toshio, et ce qui est excellent, c'est que c'est toujours les mêmes acteurs. Du moins en ce qui concerne Toshio et Kayako, parce que donc normalement c'est Takako Fuji et Yuya Ozeki, voilà, avec sa bouche un petit peu bouidinée avec les joufflus, voilà pour Toshio, et sauf dans The Grudge 3 hein, où ce sera changé, et ça contribuera beaucoup au fait que ce film est mauvais, entre guillemets, ou au moins moyen, et que la sauce ne prend pas, hein, et que ça fait pas du tout peur, ça c'est clair. Mais bon. On va en reparler hein, du 3, rassurez-vous. Rappelez-vous, dans Ju-On the Curse, je vous avais dit, le 2, je vous avais dit que c'était un peu du foutage de gueule, du moins la première moitié du film, parce qu'ils avaient recyclé des scènes du premier Ju-On the Curse. Mais là, Ju-On the Grudge, c'est un petit peu la même chose, sauf que ça n'a rien à voir avec le fait, c'est pas du foutage de gueule à proprement parler, mais j'ai pas trop aimé ce film dans le sens où, enfin, du moins la deuxième moitié du film, parce qu'il y a certaines scènes qui ne me plaisent pas du tout en fait, notamment la fin du film quoi, tout simplement quand on voit que, enfin le concept était assez intéressant lui-même, c'est-à-dire que Kyoko est enceinte hein, de base, mais suite à l'accident, elle va, parce qu'ils vont avoir un accident et Masashi va être dans les pommes, il va être dans le coma, et Kyoko va perdre son bébé, quoi, tout simplement, on va avoir du sang qui dégouline de ses jambes, et elle sait à ce moment-là qu'elle a perdu son fœtus, quoi, tout simplement. Et son embryon. Mais à moitié du film, un docteur lui dira tout va bien, le bébé se porte bien. Alors là, WTF quoi. LOL, c'est quoi ce bordel? Alors qu'il y a que des films, il y a que des filles qui naissent dans leur famille. Alors, pourquoi celui-ci serait mort et Kyoko dit qu'elle sentait que c'était un garçon? C'est un peu bizarre, c'est assez bizarre. Mais on apprend que le bébé est toujours vivant et elle sait pas ce qu'elle doit faire avec ce bébé parce qu'elle sent qu'il se passe quelque chose de bizarre avec ce bébé. Vous voyez, c'est assez marrant et ça renouvelle un peu le concept, mais le problème c'est que à la fin ça devient n'importe quoi, parce qu'elle donne naissance à Kayako, mais adulte. Elle sort de son ventre adulte et elle tue tous les médecins. Là c'est du gros spoiler, parce qu'encore une fois je raconte la fin. De toute façon je le mettrai dans la description hein, comme d'habitude. Et donc voilà, et elle se transforme en bébé. Alors là aussi ça me fait bien marrer. Quand elle prend le bébé avec elle, enfin dans ses bras, ça a pas du tout la forme d'un bébé, hein. Ils auraient mieux fait de prendre une poupée. Parce que là ça ressemble à un, je sais pas, un croissant géant, ou je sais pas quoi, une balle de handball, ouais carrément. Enfin bref. Encore une fois, je crois qu'on est encore dans du petit budget, hein, mais de toute façon, mais c'est pas pour ça que le film est à chier, hein, ça c'est clair. Moi je trouve que la sauce prend vraiment bien, et donc elle redevient enfant, et Kayako se réincarne dans ce gamin et dans cette petite fille. Et quelques années plus tard, Kyoko se balade avec sa fille, et elle regarde passer un train au-dessus d'un pont, la petite fille, qui a le visage caché par les cheveux, hein, comme d'habitude. Et il y a un petit garçon qui les voit passer et qui est intrigué par cette petite fille. Et au moment où Kyoko veut prendre la main de sa fille, eh ben elle la pousse dans les escaliers et elle la tue. LOL quoi, sérieux, on se demande, c'est un petit peu WTF, et on n'entend jamais parler de cette fille. Et elle a le fameux journal de Kayako avec elle, où elle écrit qu'elle était amoureuse de Kobayashi, etc. Et elle s'en va, et voilà quoi. Mais dans les derniers instants de sa vie, Kyoko prend son écharpe avec elle, son écharpe violette, et elle sourit. Elle est assez mignonne, hein, Kyoko quand même, l'actrice, c'est une des plus belles. Et l'autre Kyoko était pas mal non plus. Enfin de toute façon, la majorité des filles, voilà quoi. C'est ça qui est excellent dans les films d'horreur japonais, c'est que les filles sont toujours sublimes. Bon. Et de toute façon, c'est les deux ingrédients qui font qu'un film, d'horreur fantôme japonais comme ça est réussi. Hein. Donc jolie fille et fantôme. Hein. Et a fortiori Yurei. Hein.
Donc, ou Onryu, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de fantôme. En tout cas, voilà. De toute façon, c'est toujours des filles, hein, les fantômes dans les films d'horreur japonais, ça me fait toujours marrer. Ou presque, parce qu'on a vu que Takeo pouvait l'être aussi et Toshio. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce jeu, sur ce Ju-On The Grudge 2? Pas grand chose, hein, franchement. On voit toujours des écolières, hein, parce qu'il y a aussi des scénarios avec les écolières. De toute façon, les persos sont tous reliés entre eux, hein, d'une certaine façon, mais bon. Alors, bon, mais on va passer à The Grudge, la version américaine, hein, avec Sarah Michelle Gellar. Alors, le film commence de façon assez WTF, hein, parce qu'on voit le personnage de Bill Pullman, qui est un acteur qui a joué dans Independence Day, qui a fait le président Whitmore. Voilà, un film culte, hein, pour moi. Et, euh, et donc, Bill Pullman, là, il s'appelle Peter Kirk dans le professeur, parce que c'est lui Kobayashi, hein, c'est l'équivalent de Kobayashi. Enfin bref. Oui, avec il est avec sa femme Maria, qui a au moins 20 ans de moins, hein, qui est jouée par Rosa Blasi, une espèce de top modèle, hein, une espèce de bimbo, c'est assez marrant. Vous voyez, il n'y a pas que dans les films japonais, hein, qu'ils utilisent des jolies filles pour attirer le... Mais on se demande franchement ce choix d'acteur, c'est un petit peu bizarre. Enfin bref, on voit qu'il se lève au matin et il a un visage inexpressif et il se jette de chez lui, de son balcon. Et voilà, on voit qu'il s'est écrasé comme une merde en bas. Et WTF, et ça on le voit pas dans les films japonais, hein. Voilà. Et donc, après ça, on passe à la famille Williams, qui sont l'équivalent de la famille là, qui avait bougé... Ouais, c'est ça, l'équivalent de la famille avec la grand-mère qui s'appelait Sachi, là, dont je vous ai parlé dans Ju-On The Grudge. Ben là, c'est l'équivalent, et là, elle s'appelle Emma, la grand-mère, et c'est la seule qu'on voit. Donc, quand Karen arrive, quoi, tout simplement, Karen Davis, qui est l'équivalent de Rika, voilà, celle qui prend en charge les personnes qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a Alex, qui est Ted Remy. Ah ben c'est peut-être, il a peut-être des liens avec Sam Raimi, qui c'est lui, hein, c'est grâce à lui que la série est arrivée en Amérique. Il a été assez étonné par la version japonaise, et c'est lui qui s'est occupé du portage. Voilà, c'est lui qui faisait Joxer, hein, Ted Raimi dans Xena et Hercule, il me semble. Enfin, surtout Xena, je crois. Et qui cette série aussi a été fait par Sam Raimi, hein, et Rob Tappert. Et donc c'est lui qui fait Alex, qui est le directeur du centre d'accueil, entre guillemets, du centre d'occupation des autres, hein, où Yoko et Karen travaillaient. Parce que oui, hein, avant Karen, c'était Yoko, hein, qui était allée. Et Yoko qu'on va la retrouver avec la mâchoire arrachée. Et bien évidemment, ce sera beaucoup mieux fait qu'avec Kana, voilà, c'était elle, hein, dans Ju-On The Curse. Voilà, assez hard, hein, comme passage. Voilà, surtout quand on met pause à ce moment-là. et donc voilà, Karen, qui est jouée donc par Sarah Michelle Gellar, elle a du mal, hein, quand même à se détacher de son rôle de Buffy, je trouve. C'est pour ça que tous les autres films où elle joue, je trouve que la sauce, elle a du mal à être convaincante, hein, ça c'est clair. Ça c'est un des gros problèmes des acteurs célèbres, entre guillemets. Quand ils ont un rôle qui garde pendant longtemps et qui marche vraiment bien, après ils ont du mal à s'en détacher. Et on le voit dans Angel, ça qui est vraiment marrant, quoi, avec l'épisode avec Raven. Bon, ah, quel connaisseur, hein, ce L4, franchement. Donc, ouais, voilà, ce film, j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que bien évidemment, du fait que c'est une version américaine, eh je préfère largement la version japonaise, ça c'est clair. Mais ça veut pas dire qu'il est complètement nul à chier. Parce que contrairement à la version américaine de The Ring, il y a des éléments du film japonais qui sont gardés. C'est pas vraiment une refonte totale, hein, du film, parce que le directeur c'est Takashi Shimizu, le même que pour les versions japonaises. Et donc, Kayako et Toshio sont joués par les mêmes acteurs qu'en version japonaise. Et on voit des actrices japonaises, voilà. Et on entend des gens parler au Japon parce que Sarah Michelle Gellar, donc Karen et Doug, ils prononcent Dog, je sais pas du tout pourquoi, qui n'a rien à voir avec un chien pourtant, qui est joué par Jason Behr et qui est son petit ami, quoi, tout simplement. Et ils veulent entrer à l'université de Tokyo.
Et voilà, ils sont venus déménager à Tokyo parce qu'ils habitaient aux États-Unis. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on entend des gens parler japonais. Et ça qui est bien, c'est qu'il y a, il y a toujours une ambiance japonaise dans ce film, malgré le fait que ce soit un film américain. Voilà, c'est ça qui est bien dans ce film et que je respecte par rapport à, contrairement à The Ring où ils avaient tout vraiment occidentalisé. Hein, c'était horrible, hein, sérieux. Et ils avaient même refait la cassette. Donc voilà. Donc rendez-moi ma cassette, ma cassette. Et donc là, ben, c'est pour ça que je trouve ce film qui est relativement réussi. Même si encore une fois, je préfère 100 fois la version japonaise. Bon, mais ils ont gardé vraiment les, ils ont pas vraiment fait une interprétation. C'est ça qui est vraiment bien. Bon, par contre, on peut pas en dire autant des prochains. Alors, maintenant on passe à The Grudge 2, la version américaine, hein, sortie en 2006, qui est donc la suite du premier The Grudge. Sarah Michelle Gellar elle a survécu, bizarrement. Elle est, mais pas pour longtemps, elle est en hôpital psychiatrique, parce qu'elle a essayé de mettre feu à la maison des Saiki, où la malédiction a lieu. Et donc, malheureusement, à cause de ça, ben, son fiancé, tout le monde croit que c'est elle qui l'a tué, parce qu'il n'a pas survécu, mais elle a survécu, elle est en hôpital psychiatrique. Sa sœur Aubrey va, qui elle vit toujours en Amérique, sur les conseils de sur l'ordre de sa mère, elle va devoir aller chercher sa sœur parce qu'elle est au courant qu'elle s'est fait interner, hein, donc sa mère va lui dire de la ramener parce qu'elle a toujours préféré Karen à Aubrey. Et donc Aubrey Davis, qui donc est jouée par Amber Tamblyn, elle va aller à Tokyo pour aller chercher sa sœur. Ils se sont pas vus depuis des années parce qu'ils se faisaient la gueule. Et la dernière fois qu'ils se sont vus, ben, ça s'est pas passé bien pour elle. Et Sarah Michelle Gellar va lui sauter au cou et lui dire « Libère-moi, tu dois me faire sortir, je suis la seule qui peut mettre fin à tout ça. » Et elle va avoir peur, évidemment, elle va lui dire « WTF, t'es complètement folle. » Et elle va... ben, les autres vont l'attacher au lit et voilà quoi. Et après ça, malheureusement, elle va rencontrer un journaliste qui s'appelle Ison, je crois, qui sait parler américain et qui va pas arrêter de harceler Aubrey pour lui dire que vous devez m'amener à cette maison, je vous en prie, moi aussi je veux savoir ce qui est arrivé à votre sœur. Et à ce moment-là, boum, et ben juste devant leurs yeux, et ben ils vont voir Karen qui s'est jetée du toit, quoi, tout simplement, et qui est morte, quoi. Ça qui est... Voilà, ça aussi je vous l'ai dit, hein, personne ne survit, vraiment personne, hein, dans The Grudge. Mais voilà, Sarah Michelle Gellar, on la verra pas beaucoup, hein, dans ce film. Vraiment, l'héroïne, entre guillemets, principale, c'est Aubrey, c'est sa sœur. Et on savait pas du tout qu'elle avait une sœur, hein, avant ce film. C'est un petit peu comme dans The Grudge 3 avec Kayako. Bah ça aussi, quel scandale, hein, franchement, on va en reparler. Et juste après, d'ailleurs. Voilà. Et là, il y a la famille Kimball, là, avec Jake, avec Bill, Trish, qui ont emménagé dans un appartement, si je me souviens bien. Parce que là aussi, il y a une deuxième malédiction qui s'est mise... ouais, c'est ça. Il y a une deuxième malédiction qui est autre part que dans la maison, qui est dans cet appartement. Voilà, ça aussi on l'apprend dans Ju-On. J'ai oublié de vous en parler, parce que c'est l'appartement où Takeo a tué la femme de Kobayashi. Voilà, il lui a ouvert le ventre. Ça aussi, je crois qu'on le voit un petit peu dans ce film. Voilà. Ça qui est excellent, c'est qu'ils ont gardé les mêmes acteurs, hein. Ça joue beaucoup, hein, pour les fans de la version japonaise, parce que sinon j'aurais trouvé ce film limite à chier, hein, ça c'est clair. Et donc voilà, du fait qu'il a tué sa femme dans cet appartement, et ben pareil, hein, les mêmes événements se répètent sans cesse, et voilà. Donc eux aussi vont se faire tuer, hein, la famille Kimball qui ont emménagé dans cet appartement, et voilà. Donc Aubrey avec Ison, ils vont essayer de résoudre ce mystère, mais malheureusement ils vont pas y arriver, et Aubrey va subir le même sort que Rika, c'est-à-dire qu'elle va se faire tordre le cou, enfin briser la nuque à 90 degrés là. C'est pour ça que quand Kayako descend les escaliers à quatre pattes là, et ben ça rappelle un petit peu le fantôme Kiriko Azanuma, hein, de Project 03 dans Project 03. La femme à quatre pattes là, dont je vous ai déjà parlé, j'avais fait une blague là-dessus dans ma vidéo de Alone in the Dark. Voilà. Quand on était dans des conduits vraiment très réduits, très courts, et ben voilà.
avec Miku quand on était toujours en vue à la première personne, elle était sans arrêt en train de vous agresser, c'est un petit peu la même chose, elle fait un petit peu les mêmes bruits je trouve. Elle est toujours en train de descendre les escaliers avec les mains, et en rampant quoi, tout simplement, voilà, la femme rampante, ça aussi c'est un des mystères, un des mythes du Japon qui est assez célèbre, enfin du moins d'après Project Zero. Et il est toujours en train de faire le bruit de la bouche là que je vous ai fait tout à l'heure, hein, que je vous épargnerai cette fois-ci pour pas vous faire chier dans votre froc. Et vous me direz hein, si je le fais bien dans les commentaires. De toute façon je réécouterai moi aussi après. Hein. Donc pour faire le montage et tout. Et donc voilà, et des fois elle est en sang parce que à cause des coups de cutter, etc. Et elle arrête pas de tourner sa tête un petit peu comme une chouette. Voilà, en se faisant craquer le cou, parce que voilà, Takeo lui avait brisé la nuque, voilà. Et donc il va arriver la même chose à Aubrey à la fin du film, et jusqu'aux derniers instants, encore une fois, on sait pas si elle va survivre ou pas, parce que, entre-temps, j'ai oublié de vous dire qu'elle est allée voir la mère de Kayako, hein, qui était une... alors c'est un terme en japonais, je sais plus comment ça se dit... Ijuko, un truc comme ça, enfin un exorciste quoi, tout simplement, qui tape sur un arc avec une ficelle là, avec un bâton, qui fait boire une espèce de sang à ceux qui sont possédés, parce que il faut savoir que la mère de Kayako, elle en a fait un martyr hein, de sa fille. Mais ça n'a pas joué sur sa malédiction après. Enfin, apparemment, hein, le fait qu'elle est devenue un fantôme, c'est pas à cause de sa mère qui lui a fait entrer les mauvais esprits de ceux qui étaient possédés. Elle les a fait sortir et elle les a fait rentrer dans sa fille. Hein, donc voilà. Et elle a dû endurer ça pendant des années. Et mais ils le disent bien dans le film parce que normalement, enfin au moins sa mère, normalement ça ne vient pas de là. Hein, sa malédiction et le fait qu'elle soit devenue maudite. C'est pas à cause de ça, hein, c'est parce qu'elle a été tuée par Takeo de façon violente et de façon passionnelle. Voilà, c'est ça hein, qui fait en sorte que quelqu'un devient un fantôme ou pas et que ça lance la malédiction de Ju-on. Voilà. Et donc, c'est pour ça, hein, la rancune et tout qui survit dans les lieux et tout, maintenant vous avez compris, je pense. Alors, ouais, elle va voir elle va voir sa mère pour comprendre tout, et on apprend des choses, voilà, mais elle aussi elle va se faire tuer. Donc voilà. Bon. Allez, je crois que j'ai passé suffisamment de temps sur The Grudge 2. Maintenant, on va passer sur The Grudge 3, le plus mauvais film de tous les temps, j'ai envie de dire. Enfin, du moins de la licence The Grudge, hein, ça c'est clair. Parce que déjà, rien qu'à voir la jaquette, ça fait pas peur du tout. Hein. Parce que c'est pas les mêmes acteurs, là, malheureusement, pour Kayako et Toshio. Voilà, là c'est Aiko Oriushi pour respectivement, et Shimba Tsuchiya hein, qui fait Toshio, et ça ne fait pas peur du tout, hein. Ils ont beau faire des efforts, malheureusement voilà, hein, ça ne prend pas, c'est clair, malheureusement. C'est vrai qu'elle est inimitable, hein, l'actrice originale de Kayako, elle est formidable, hein, franchement dans ce rôle, elle apporte beaucoup au film, hein, ça c'est clair. Bon. Et encore une fois, heureusement qu'elle est dans les deux premiers américains. Mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. Et dès le début, il y a vraiment des choses qui m'ont gêné dans ce film. Du début à la fin, j'ai pas eu peur, ou presque. Mais ils ont vraiment laissé tomber tout ce qui faisait la force des anciens The Grudge. Encore les deux premiers, ça allait, hein, franchement, les deux premiers américains. Mais là, franchement, non, ça va pas du tout, quoi. Il y a plein de trucs qui vont pas du tout dans ce film. Dont le fait que ce soit pas les mêmes acteurs, je vous l'ai dit, dès le début, on s'aperçoit que Jake, le fils hein, de la famille machin que je vous ai dit tout à l'heure, là, qui voyait Allison, hein, l'une des écolières qui mettait des journaux sur sa fenêtre, hein, là aussi, comme dans Ju-on the Grudge, je crois. Il y en avait une qui faisait pareil, je crois que c'était Tommy Izumi, je me rappelle plus. Donc, il y a tellement de persos hein, dans cette licence, c'est juste hallucinant. Et donc... Mais là, on suit les pérégrinations, entre guillemets, d'une fille qui s'appelle Lisa, une blonde, hein, avec une petite fille qui s'appelle Rose, qui est asthmatique, et le frère de Lisa qui s'appelle Max, et lui aussi, il s'occupe de vendre des appartements, hein, il est gestionnaire, entre guillemets. Enfin, il s'occupe de... Ouais, il a les clés de toutes les chambres, et donc voilà, on suit ce qui va arriver à cette famille. Et Jake, il s'est fait interner dans un asile, et on voit que, même s'il a survécu, parce qu'ils ont rajouté une ligne, hein, ça aussi ça me dérange beaucoup, ils ont rajouté une ligne dans les, vous savez, la phrase que je vous disais avant, là.
que je vous ai dit au début qu'on retrouve sans arrêt, que cette malédiction vient de machin là, etc. Ben là ils ont rajouté une ligne, c'est-à-dire que ceux qui lui survivront, eh ben devront vivre avec la peine ou je sais pas quoi, voilà. Et et ça change rien parce que Jack va quand même se faire tuer par à l'intérieur de sa cellule, on le voit rebondir contre les murs, c'est assez marrant. Et donc voilà, ben à partir de là, Lisa il les connaissait, hein, il connaissait la famille machin là, la famille de Jack. Et, euh, et on va voir ce qui va leur arriver, on va apprendre que Kayako a une sœur, hein, oui, incroyable, qui s'appelle Naoko. Et ouais, ça aussi, ça me déplaît fortement, hein, le fait qu'elle ait une sœur. On en avait jamais entendu parler dans les 9 premiers films, et dans le 10e, là, boum, voilà. Enfin, j'exagère, hein, 9 premiers films. On n'est pas encore arrivé à 10 films. Et voilà. Et ça que je trouve dommage, et il va y avoir une nouvelle... ils essayent de renouveler un peu le concept, hein, vous voyez, donc ils changent un petit peu les codes de la série, hein, même s'ils en gardent un petit peu, et la sauce ne prend pas. Voilà. Genre Toshio, quand on le voit dans les escaliers juste en haut de Lisa, je crois, et il dit son nom alors qu'on lui a rien demandé, et il le dit de la façon du premier The Grudge, hein, donc avec la voix du tout premier, alors que c'est pas lui, donc lol, quoi. Voilà, mais ils ont repris vraiment le fichier son exact, hein, du tout premier film, donc voilà, WTF quoi. Et quoi d'autre? Oui, bah il y aura une nouvelle malédiction, hein, parce que Max va devenir complètement fou, il va essayer de faire un petit peu pareil que Takeo, donc en frappant contre les murs et tout, là aussi, hein, ça, la sauce prend moyennement. Et il va tuer Naoko, malheureusement, qui était comme sa mère, hein, une exorciste, et il va lui enfoncer un truc dans le cou, et voilà quoi. Vous voyez, quand je vous disais que ce film délaissait un petit peu ce qu'on avait connu dans les tout premiers The Grudge, parce que dans les tout premiers, et ce que doit être un Ju-On, ce que doit être un The Grudge, c'est un film qui mise beaucoup sur les nerfs, hein, qui est très angoissant, et qui n'est pas très gore. Alors que là, malheureusement, c'est tout le contraire, c'est trop gore, je trouve, avec le truc enfoncé dans le cou, etc. Et voilà, j'ai trouvé ça complètement con, parce que une fois que Naoko s'est fait tuer par Max, et ben 2 minutes plus tard, et ben elle revient en fantôme, lol. Alors que normalement ça se passe pas comme ça, hein. Je pense pas qu'il faille, enfin que Kayako soit ait été un fantôme direct, hein. Normalement c'est plusieurs années plus tard. Et voilà, elle revient tout de suite en blanc avec son kimono là, WTF. Avec la gorge qui pisse le sang. Enfin voilà, ça a misé beaucoup trop sur le gore, je trouve, et elle va tuer Max, et voilà, ça montre que ça va donner lieu à une nouvelle malédiction, lol. Donc voilà, autant vous le dire tout de suite, j'ai pas trop aimé ce film, hein, ça c'est clair. Je me suis plus ennuyé qu'autre chose. Et si vous l'arrêtez au bout de 2 minutes, je vous en voudrais pas, hein, franchement, vous aurez rien raté. Mais voilà. Et voilà, on voit aussi que Rose, la gamine, elle va quand même mettre au bout le rituel, parce que Naoko s'est fait tuer avant que le rituel de purification de Kayako se soit terminé. Parce que là, faut vous expliquer que Kayako continue de poursuivre tout le monde, hein, même s'ils ont rien fait, elle les tue quand même, hein, donc ça aussi c'est un petit peu lol. Même s'ils ont pas visité la maison, voilà, ça s'explique par le fait que ce soit que à cause de l'erreur de Karen dans Sarah Michelle Gellar dans le tout premier The Grudge américain, elle a essayé de détruire la maison, et ben sa mère nous expliquait qu'au contraire c'était une erreur et que ça n'a fait qu'empirer les choses. Donc de ce fait, et ben ils ont utilisé ce prétexte pour faire en sorte que ce soit éparpillé, hein, que ce soit étendu la malédiction jusqu'à l'immeuble, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle tue même des gens qui n'ont rien demandé à personne, et ça m'a dérangé, ça c'est sûr. Donc c'est pas très logique, et c'est pas très fidèle, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mais on voit quand même que même si Rose, elle a avalé le sang, entre guillemets, que Naoko voulait lui faire avaler, et sur le coup, ça a fait disparaître Kayako. Mais le problème, c'est que c'est pas fini. Il y a d'autres choses à faire. On le voyait bien quand sa mère mettait son ongle dans la bouche et sortait une goutte et la mettait dans quelqu'un d'autre. Là, je me demande comment elle aurait fait, hein, franchement, Naoko. Parce que là, il y avait personne d'autre, hein, à part si elle voulait le mettre dans Lisa. Enfin, il faut quelqu'un qui soit préparé mentalement, quoi. Merde. Donc, le gars qui s'y connaît vachement en exorcisme. Alors que je dis ça un petit peu au pif, mais bon.
Mais voilà, moi c'est ce qui me semble logique, et voilà, du fait que ce soit pas terminé, et ben à la dernière scène du film, on voit que Kayako est toujours là, et on sait pas ce qui va arriver à Lisa et Rose, qui apparemment sont les deux seules survivantes, mais pas pour longtemps, hein, comme d'habitude. Bon, allez, je me suis suffisamment étendu sur cette bouse, hein, j'ai envie de dire. Donc maintenant on va passer aux deux derniers films, et franchement il était temps, on en est à 1 heure là, hein, comme d'habitude. Voilà. Alors les deux derniers films sont sortis à l'occasion du 10e anniversaire, hein, de la série de Ju-On, qui sont sortis le 27 juin 2009. Hein, vous voyez, c'est tout prêt, c'est tout frais. Voilà. Ça s'appelle Ju-On Shiroi Rujo et Ju-On Kuroi Shoujo, qui veulent dire Old Lady in White et Young Girl in Black. Hein, normalement, je crois que c'est ça. Voilà, c'est un espèce de, c'est deux films qui sont opposés, hein. Dans les fantômes, il y a une vieille femme en blanc et une petite fille en noir. Et voilà. Et on s'aperçoit que ce film, il a strictement, enfin, il est très différent, hein, des autres Ju-On. C'est vraiment des add-ons, entre guillemets. Comment on appelle ça? Ah, c'est spin-off, le mot que je cherchais. Hein. Ouais, c'est vraiment des spin-off, quoi, ces films, parce que on ne retrouve pas du tout. Le Kayako, elle est totalement absente, hein. La famille Saeki, on n'en parlera pas une seule fois, hein. C'est des nouvelles malédictions, hein. Donc, mais ça n'empêche pas que c'est des films qui chacun font plus d'1 heure, hein, et qui sont très intéressants et qui, pour moi, sont très réussis. Mais qui sont difficilement supportables, hein, pour certaines choses. Surtout Shiroi Rujo, hein, la vieille femme en blanc, qui est assez pesant, hein, comme film. On voit des scènes très dures, hein, genre une petite fille de même pas 12 ans qui se fait couper la tête sur son film, qui la chevauche à califourchon, qui l'empêche de bouger. Voilà quoi, hein, c'est très dur, hein, comme scène, franchement. Même si on le voit pas, hein, mais enfin si on le voit quoi, mais pas enfin on voit juste la caméra qui s'éloigne, hein, voilà. Mais on sait ce qui se passe quoi, et c'est ça qui fait que c'est très dur. On sait aussi que son frère il abuse sexuellement de sa sœur, et voilà quoi, parce qu'il est devenu complètement fou en écoutant une cassette audio sur son casque. On imagine que c'est ça, hein, voilà. Ça, là aussi, c'est une boucle qui n'arrête pas de se répéter. C'est une voix qui n'arrête pas de lui dire je viendrai, bientôt je viendrai, attends-moi, etc. Et ça, on l'apprend à la fin, comment ça se passe. Donc, on sait que c'est une famille qui vient d'emménager dans une maison, et une famille de... Alors, je crois qu'il y a 2 filles, il y a le père, la mère, la fille, je sais même plus qui c'est, l'autre, là, qui se fera cramer. Je sais pas qui c'est, celle-là. Peut-être sa tante, ou la grande sœur. En tout cas, voilà, la grand-mère, le fils et la toute petite fille, voilà. Et donc la toute petite fille, eh ben elle est amie avec une fille qui s'appelle Akane, et qui sera, pour une fois, je suis en train de me dire que oui, ce sera une survivante, hein, pour une fois. On voit qu'elle se fera pardonner entre guillemets par la petite fille, alors que pourtant elle l'a abandonnée, alors qu'elle était en train de se faire violer par son frère, voilà. Mais ça, encore une fois, on le devine, hein, ça c'est clair, hein, c'est pas dit explicitement dans le film. Et je vous l'ai dit, Takeshi machin, là, je retiens jamais les noms, hein, je suis vraiment désolé. Enfin, je veux dire, il n'a pas du tout participé à ces films, hein, l'auteur de Ju-On. Là, c'est des films qui ont été faits par Ryuta Miyake et Mari Asato. Et c'est des films qui sont excellents, hein, ça, y a rien à dire là-dessus. Et mais encore une fois, à ne pas mettre entre toutes les mains, ça c'est clair. Et mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que le fantôme qui est mis en valeur, c'est la vieille femme, c'est la grand-mère, qui est avec une espèce de visage déformé, avec les yeux noirs, et qui est tout le temps avec un ballon de basket. Donc vu comme ça a pas l'air de faire peur. Mais je vous garantis que si, ça fait peur. Et on se demande pourquoi, c'est qui cette vieille femme qui tient un ballon de basket, WTF quoi. Et on l'apprend vraiment à la toute fin quoi. Et on se demande pourquoi c'est la seule qui revient en tant que fantôme vengeur. Enfin voilà. Enfin pas vraiment la seule, vu qu'on voit qu'il y a aussi la petite fille. Voilà. Donc à la toute fin du film, eh ben parce que le film débute de la même façon qu'il ne termine, hein. C'est-à-dire qu'à la toute fin du film, le frère, après avoir massacré toute sa famille, eh ben il va se pendre dans la neige, et avec le sac qui contient la tête de sa sœur, et on entend qu'il se met à dire lui-même je viendrai, bientôt je viendrai, et la tête de la sœur dans le sac, elle dit viens, voilà, viens, dépêche-toi. Il va se pendre, et voilà. Et plus tard, quelqu'un d'autre entendra cette cassette, parce qu'il enregistre, hein.
quelqu'un d'autre entendra cette cassette, et voilà, ça va pas arrêter de se répéter, je pense. Voilà. Mais voilà, c'est encore une fois l'intrigue, le dénouement, l'explication de la malédiction, elle ne survient que très tard dans le film, ça c'est clair. Et c'est assez, on vit dans le doute du début à la fin, quoi. Bon. Alors maintenant on passe à Kuroi Shoujo, donc The Young Girl in Black, la jeune fille en noir. Alors là c'est complètement l'inverse. Rappelez-vous, la première fois qu'on voit le fantôme de Kayako dans Ju-On the Grudge, elle est toute en noir. C'est une espèce d'ombre. Bah là, je sais pas si c'est lié. Mais en tout cas, là le fantôme, c'est une jeune fille qui est toute en noir. Et, et on voit qu'il se passe des choses bizarres et des meurtres inexpliqués. Et en fait, c'est une petite fille qui s'appelle Fukie, et dont une jeune infirmière qui s'appelle Yuko s'occupe. Et, et on voit qu'il se passe des choses bizarres avec son ventre et que voilà, et on apprendra par l'intermédiaire de sa mère et de la sœur de sa mère qui est elle aussi exorciste, hein, comme Naokao, je crois, Naoko, voilà, j'inverse tout le temps les lettres, voilà, comme dans The Grudge 3. Eh ben, elle va lui demander de s'occuper de sa fille parce que c'est pas possible. On sent clairement qu'elle est possédée et on s'apercevra par l'intermédiaire de sa tante, donc de la Mariko, donc qui est voilà, alors que la mère de Fukie s'appelle Kiwako. Eh ben, on apprendra qu'elle a une malédiction à l'intérieur d'elle parce que au départ, eh ben, Kiwako était censée avoir des jumelles. Ah, ça rappelle un peu Project 02, hein, sauf que c'est pas du tout la même sorte de malédiction. Et malheureusement, il y en a qu'une qui est née, c'est Yukie, parce que l'autre n'est pas née, elle est morte en tant que fœtus entre guillemets, et elle n'a pas eu droit à la vie. Et ça va donner lieu à une nouvelle malédiction, et on n'arrêtera pas d'entendre une petite fille dire pourquoi tu ne m'as pas donné la vie. C'est assez explicite, hein, y a pas besoin d'expliquer. Mais elle vit toujours à l'intérieur de Yukie en tant que kyste. Et voilà, et le problème c'est que Mariko va faire un rituel d'exorcisme, et apparemment elle a réussi, donc elle a chassé l'esprit de la sœur qui n'est jamais née, alors que malheureusement non, c'est tout le contraire. Et là aussi on est sur le cul de voir à quel point le fantôme s'est trouvé malin, entre guillemets, et a complètement, comment on appelle ça, elle l'a eu quoi, tout simplement, elle a eu Mariko, en la trompant, voilà, tout simplement. Et voilà, encore une fois, tout le monde va crever, et voilà. Et à la fin, la mère et la fille la mère emmène sa fille sur un toit, donc la fille qui n'est jamais née, hein, je le rappelle, parce que l'esprit de Yukie a été, encore une fois, c'est du gros spoiler, hein, a été banni par Mariko, alors qu'elle espérait bannir l'esprit de l'autre, hein. Mais voilà. C'est assez spécial, hein, comme film. On voit un visage le visage de la sœur qui n'est jamais née à travers le ventre de la petite fille. Voilà, c'est un film qui est assez marquant et assez réussi, hein, qui parvient vraiment à renouveler le genre Ju-On, parce que c'est le même genre de malédiction, hein. On entend toujours le bruit de bouche de Kayako, là on l'entend, fait par la grand-mère et la fille. Voilà. Alors à la fin, il se jette du toit, elle dit, Kiwako, la mère, elle est complètement désemparée, elle prend sa fille avec elle, elle dit, et il est temps d'en finir, et elle se jette du toit. Mais le problème c'est que, avant de rendre son dernier souffle, quand elle est écrasée par terre, elle voit l'ombre de sa fille qui est toujours là, et on se demande pourquoi, et apparemment elle va continuer à propager la malédiction. Voilà, parce qu'on voit qu'elle erre sans but. Ce qui est marrant avec ces deux films, c'est que on voit l'apparition de Toshio, hein, j'ai oublié de le dire. On voit dans les deux films, on voit on voit Toshio qui apparaît, mais c'est vraiment juste pour le clin d'œil, hein. C'est assez marrant. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Franchement, j'ai pas dit grand chose. J'aurais vraiment voulu parler de plus en détail de ces films, mais après une critique ciné qui fait 2 heures, 3 heures, voilà quoi. C'est pas très agréable à regarder. En tout cas, voilà. Je pourrais aussi vous parler d'un bonus qui a été fait à l'occasion de The Grudge 2, la version américaine. Ça s'appelle Tales from the Grudge. C'est 3 mini-films qui sont à peu près genre 2-3 minutes, hein, qui sont en 3 parties de 2-3 minutes chacune. Vraiment une mini-histoire, hein, qui n'a rien à voir avec le film The Grudge 2, qui met juste en scène Kayako, et on voit des nouveaux personnages, genre Ross, Abby, etc. Je vous en parlerai pas trop, hein, parce que c'est vraiment anecdotique, hein, c'est vraiment comme Katazumi et 4444 là. Oui, voilà, c'est pas mal.
Il y a certains moments où on sursaute, mais ça n'a rien d'exceptionnel, hein, ça c'est clair. C'est vraiment des mini-films qui ont été faits pour promouvoir hein, The Grudge 2. Voilà. Encore une fois, ça n'a strictement rien à voir avec le film. Bon. Je voulais aussi vous parler d'autre chose, c'est Ju-On The Grudge, le jeu vidéo, donc la simulation de maison hantée, là, voilà, qui est sorti sur Wii. Pour tout vous dire, j'ai hésité à me le prendre, hein, franchement, et j'hésite toujours à me le prendre, mais c'est un jeu qui a une durée de vie de 4 heures, hein, franchement. Il y a 4 ou 5 épisodes avec un dernier, l'épisode final qui se passe à la maison des Saeki, et qui n'est débloquable que si on a trouvé tous les objets spéciaux, je crois, des 4 épisodes. La particularité de ce film, de ce jeu vidéo, le lapsus, de ce jeu, c'est que il est sorti chez nous grâce à Rising Star Game, hein, le publicateur là, l'éditeur chez nous. Mais il n'a pas eu un succès retentissant. Hein. La preuve, je savais même pas hein, qu'il y avait un jeu vidéo sur Ju-On. Et donc je pourrais pas trop vous le dire parce qu'encore une fois j'y ai pas trop joué, mais je sais pas si je vais me le prendre ou quoi parce qu'en plus il est sorti sur Wii et j'ai acheté la Wii comme vous le savez très récemment. En fait avec la Wiimote on dirige la lampe. La lampe torche il me semble. Je sais pas trop comment on se dirige, peut-être avec le nunchuk. En tout cas, tous ceux que j'ai interrogés sur YouTube, en voyant les vidéos, j'ai vu un gars qui s'appelle Brad qui y a joué. Très célèbre hein, pour ses crises de nerfs hein, sur les jeux vidéo. Enfin très célèbre, c'est ironique. Hein, Et donc... quoique. En tout cas, il disait lui-même que les contrôles étaient awful, donc horribles. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en regardant les tests de jeuxvideo.com, etc., le jeu ne sait pas ramasser des notes vraiment phénoménales. Hein. La plupart des notes qui se ramassent, c'est 9 sur 20. Et tout le monde dit que les contrôles sont vraiment horribles. Hein, donc voilà. Encore les graphismes, on s'en fout. Qui s'occupe des graphismes, franchement, à part 90% des joueurs actuels. Non mais voilà, les vrais gamers s'en foutent des graphismes, quoi, voilà. C'est ça que j'essaye de dire. Donc franchement, je sais pas trop si je vais me le prendre. Franchement, faut pas se fier à l'avis des autres, hein, parce que... ça peut être une bonne surprise, on verra bien, mais si les contrôles sont vraiment pas géniaux, on verra bien. Ah ouais, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez une batterie de lampe torche en bas à gauche de l'écran, qui n'arrête pas de diminuer. Et une fois que votre lampe torche n'a plus de batterie et que ça devient noir, et ben c'est game over, hein, donc voilà. Mais vous avez moyen de récupérer des lampes torches. Mais voilà, ça me déplaît fortement, ça aussi. Donc on verra bien hein, si l'horreur est assez... l'ambiance est présente, on verra bien hein, si je me le prendrai ou pas. Bon. C'était vraiment pour l'anecdote, parce que cette vidéo, c'est vraiment une vidéo sur la licence de Ju-On, hein, ça c'est clair. Donc vous voyez, parmi vous, combien d'entre vous savez que le vrai nom de la licence The Grudge c'était Ju-On? Hein, franchement, hein, vous le saviez pas, hein, toi là, assis dans ta chaise là. Donc voilà. Je suis vraiment content de vous avoir appris des choses sur cette licence. Je suis devenu fan, hein, franchement, inutile de vous le dire. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je suis tellement devenu fan que j'ai envie de faire un film amateur sur Ju-On The Grudge. Mais le problème c'est qu'avec la webcam là c'est pas trop la peine, hein, et puis... je veux dire tout seul, c'est pour faire un truc où il se passe rien comme un black sur YouTube qu'il a fait. Ça aussi ça m'a donné envie de le faire. Mais oui il se passe rien mais quand même c'est efficace. Mais j'ai pas envie de faire un truc comme ça. Donc comment je ferais pour par exemple faire apparaître un chat noir chez moi? Mais je peux pas, voilà. Ça le truc. Donc voilà. C'est en concept, hein, j'ai envie de dire, c'est en projet, mais franchement ça m'étonnerait qu'ils voient le jour un jour, c'est le cas de le dire. Mais pourtant c'est dommage quoi. Voilà, vous voyez, j'ai envie de le faire, et pourquoi? Hein? Pourquoi? Franchement sérieux, même moi je ne me l'explique pas. Bon, en tout cas voilà, je vais vous laisser là. C'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je m'en suis pas trop mal démerdé, que j'ai su vous dire ce qu'était la licence The Grudge. Encore une fois, hein, une femme qui s'est fait tuer de façon passionnelle hein, par son mari qui était devenu paranoïaque, hein, parce que Toshio, c'est pas le film de Kobayashi, hein, c'est son fils à lui. Donc et voilà, il a tué toute sa famille et voilà quoi, et ça a donné naissance à une maison hantée qui et à chaque fois qu'on la visite, eh ben, immanquablement, vous vous faites tuer, quel que soit le délai, et Kayako peut survenir n'importe où, hein, et son mode de meurtre, entre guillemets, ça peut être n'importe quoi, hein, elle peut vous
Elle peut vous pendre avec ses propres cheveux, oui, hein, parce que ça aussi c'est arrivé dans je sais plus quel film. Ouais, je mélange un peu tout, hein, je me rappelle plus trop. Elle peut survenir sous votre lit et tout, enfin voilà, c'est un truc à devenir parano. Donc voilà, si jamais vous entendez un bruit genre... eh ben, faites attention. Voilà, faites attention, comme dirait Bigard dans son sketch sur l'exorcisme. Eh ben, donc voilà, je pense que si vous voyez votre téléphone qui sonne et que vous avez les cadrans qui affichent 10 chiffre 4, c'est que c'est mauvais signe, hein, franchement. Bon voilà, je vais vous laisser là. C'était L4, si vous entendez des miaulements de chat aussi, c'est mauvais signe aussi. C'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et vous voyez, ça s'étend vraiment beaucoup, hein. Il y a plein de trucs qui foutent la trouille, il y a plein de signes, entre guillemets, qui montrent que la malédiction est en vous, entre guillemets, et qu'elle va vous emporter. Alors que dans The Ring, c'est juste la télévision qui s'allume tout seul, ou qui passe la... Mais encore une fois, ça, c'est là aussi, hein, c'est devenu un petit peu n'importe quoi, ça s'est étendu, hein, etc. Surtout avec The Ring 2, la version américaine, hein, que j'ai pas trouvé phénoménale. En tout cas, voilà. Bon. Je vais vous laisser là, c'était le cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'avez pas trop flippé. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les gars.